Bonjour à toutes et tous et permettez-moi au nom de la faculté de philosophie et sciences sociales de vous souhaiter d'abord la bienvenue sur Valérie, désolée, on n'entend plus ce que tu dis. Tu peux remettre ton micro. Il a été désactivé, merci. Voilà, avec des micros qui se désactivent tout seuls, comme quoi le travail, c'est quelquefois extrêmement compliqué, y compris en distanciel. Donc, je vous souhaitais la bienvenue au nom de la faculté en ce jour de grève, ce qui est un moment important aussi pour les syndicats, et donc pour me réjouir encore une fois de plus de ce partenariat entre notre faculté, la faculté de philosophie et sciences sociales à l'ULB, et la FGTB, où il y a là une histoire qui date déjà, en tout cas sur cette chaire depuis 2012, qui a vu chaque année nos étudiants, nos académiques rencontrer des chercheurs, des économistes, des sociologues qui travaillent sur évidemment les questions qui touchent à l'économie, au travail, au syndicalisme, et je crois que c'est tout à fait fondamental pour nos étudiants de pouvoir suivre des chercheurs réputés, renommés sur ces questions. C'est une chaire qui me tient aussi particulièrement à cœur, ça c'est les 5 minutes personnelles, puisque quand je pense FGTB, je pense aussi à mes 15-16 ans, puisque avec d'autres, j'ai participé à la création de la centrale étudiante de la FGTB Bruxelles, donc ça date d'il y a déjà pas mal de temps, mais c'était quand même un moment extrêmement important, et donc je suis tout à fait heureuse de ce partenariat. Alors, il me revient de vous présenter le chercheur français que nous recevons aujourd'hui et qui donc, grâce au distanciel, est parmi nous. Peut-être que si ça avait été du présentiel, les grèves l'auraient empêché d'arriver jusqu'à nous. Et donc, il me revient de vous présenter Thomas Barnet, qui est professeur de sciences économiques à l'université Paris-Est-Créteil, où il coordonne notamment un master en économie de la santé, et il dirige le laboratoire de recherche Érudite, en très beau nom d'ailleurs, qui est l'équipe de recherche sur l'utilisation des données individuelles en lien avec la théorie économique. Alors, il a fait énormément de choses. Évidemment, sa thèse a porté sur la santé comme facteur d'équité dans la cessation d'activité. Il publie énormément. Il travaille sur le vieillissement, sur l'emploi, sur les inégalités sociales. Mais on va pas citer tous ces articles et tous ces ouvrages. Retenons tout particulièrement de ces tout derniers ouvrages publiés en 2018 intitulés « Travail et santé » aux presses de Sciences Po, en collaboration avec Florence Jussot. Alors, la thématique de ce cours prend en relief évidemment extrêmement fort en période de pandémie, en période de Covid. Travail, santé, ça nous parle. Télétravail en grève, d'autant plus, ça nous questionne énormément. Et donc, Thomas Barnet reviendra tout particulièrement sur cette actualité au cours de la toute dernière séance du cours. Donc, il faudra revenir évidemment aussi pour cela. D'ailleurs, cette séance est prévue le 1er avril, je crois. Ce n'est pas en poisson et c'est donc bien, on interrogera sans doute, enfin j'imagine, le Covid, la santé et le travail. Voilà, si on était en présentiel, à l'heure actuelle, je me lèverais et je donnerais à Thomas Barnet, au nom de la faculté, une médaille de l'université et peut-être un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin. Voilà, ce n'est pas possible, ou du chocolat d'ailleurs, sûrement
Ce n'est pas possible, évidemment, mais soyez assurés que notre faculté vous fera parvenir cette médaille de l'université pour vous remercier de participer à cette chaire FGTB au sein de notre faculté. Avant de vous céder la parole, encore quelques aspects pratiques. Tout d'abord, cette séance est enregistrée. Je crois que ça intéresse notamment les étudiants qui vont suivre Thomas Barnet pour leur cursus, pour leur cours. Donc, cette séance est d'ores et déjà enregistrée. Et puis aussi, vous signaler que vous ne pouvez pas intervenir oralement, vu votre nombre, mais vous avez une conversation de cette réunion, une barre de discussion, et donc tout au long de l'exposé de Thomas Barnet, de cette leçon inaugurale, je vais bien vouloir vous demander d'indiquer vos questions sur cette barre de discussion, et Muriel Sacco et Esteban Martinez, que je remercie d'être en présent et de porter aussi cette chaire au sein de notre faculté, vont pouvoir relayer ces informations et discuter grâce à vous avec Thomas Barnet à la fin de son intervention. Voilà, je vais donc maintenant passer la parole à Thomas Barnet, lui souhaiter encore la bienvenue à Bruxelles et vous souhaiter à tous et toutes une excellente conférence. Bonne soirée. Merci beaucoup, Madame la doyenne de la faculté de philosophie et de sciences sociales et chers collègues Esteban Martinez et Muriel Sacco. Je suis ravi d'être parmi vous. On expérimente en direct des conditions de travail et d'interaction qui sont particulièrement dépréciées. J'en suis navré. Donc, je suis navré de ne pas pouvoir vous voir et de ne pas pouvoir échanger plus librement avec vous. J'espère que vous voyez bien le diaporama. Donc, effectivement, je suis économiste et je travaille sur les liens entre santé et travail depuis pratiquement 20 ans maintenant. Donc, c'est une question qui intéresse tout particulièrement les économistes. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelle est notre boîte à outils pour tenter de comprendre eh bien, ces relations-là. Et ce que je vous propose aujourd'hui pour cette leçon inaugurale, c'est un plan en 3 parties, consacré tout d'abord aux inégalités sociales de santé, puis à la dualité de la relation santé-travail, et puis un éclairage sur l'évolution des conditions de travail. Ce travail, effectivement, est le produit d'un certain nombre de travaux empiriques en économétrie, où j'ai travaillé sur des grosses bases de données pour essayer de mettre en évidence les relations causales entre santé et travail et santé. Et effectivement, j'ai essayé de recenser toutes ces études, et les études européennes notamment, à travers un petit ouvrage dont on vous a parlé tout à l'heure, que j'ai coécrit avec Florent Juzeau, Travail et santé, aux presses de Sciences Po en 2018. Alors, les inégalités sociales de santé, pour l'économiste, renvoient tout d'abord à un objet qui est très particulier, parce qu'évidemment, je ne suis pas médecin et je n'ai pas la prétention, évidemment, de l'être. Et donc, l'état de santé, on va l'apprécier en économie eh bien, à travers plusieurs prismes. Le premier, c'est qu'on va considérer dans notre boîte à outils eh bien, que sur le plan macroéconomique, la croissance économique est liée à 2 facteurs de production, le travail et le capital. Le travail étant entendu comme le nombre de personnes qui travaillent, la masse salariale, et le capital étant souvent entendu comme le capital physique. Eh bien, une partie de la littérature a peu à peu tenté de comprendre quels étaient les autres facteurs qui jouaient sur la croissance économique. Et donc, il y a eu une théorie importante autour du capital humain, et peu à peu du capital santé. C'est pour ça qu'on a associé ces 2 termes de manière un petit peu barbare, capital et santé. Et l'état de santé, finalement, on l'a considéré, c'est une branche un petit peu humaniste de l'économie, qui a considéré que la préservation de l'état de santé était également eh bien, un moteur de la croissance économique, donc sur le plan macroéconomique. Sur le plan individuel, c'est ce que j'indique dans cette slide-là, et les slides seront évidemment disponibles, je vois qu'il y a une réaction. Eh bien, l'état de santé individuel, eh bien, c'est assez facile à comprendre. On a une dotation initiale, on est avec un capital santé, hérité, évidemment, en partie génétique, et puis en partie, c'est un construit social qui va dépendre de tout un tas de paramètres,
Donc, on a des études en économie qui montrent que l'état de santé se transmet de génération à génération. Ce n'est pas uniquement une dimension génétique, c'est aussi dans les habitudes de consommation alimentaire, dans les comportements à risque, qu'on va avoir une transmission dans l'éducation à la santé, qu'on va avoir une transmission d'état de santé d'une génération à une autre. L'état de santé se construit également, évidemment, avec notamment l'éducation. Il se protège. On peut le protéger en adoptant les bons comportements et puis évidemment avec des comportements d'assurance maladie, d'assurance complémentaire. Et puis également, il se déprécie naturellement avec l'âge. On a ce qu'on appelle une dépréciation du capital de santé. Et ce qu'on observe évidemment, on l'observe chez chacun d'entre nous, lorsqu'on dit que cette personne ne fait pas son âge ou qu'au contraire, elle fait beaucoup plus, on observe qu'il y a des différences très fortes d'état de santé qui se nourrissent d'événements personnels, d'événements familiaux, de facteurs environnementaux. Et donc, cette inégalité face à la préservation de la santé, elle renvoie à tout un tas de paramètres socio-économiques, culturels. On en a étudié beaucoup en économie, on a étudié des événements personnels et familiaux, les attitudes face au risque. Est-ce qu'on observe une alimentation équilibrée ou pas? Est-ce qu'on est sédentaire ou pas? Quels sont nos comportements à risque face à la consommation d'alcool, à la consommation de tabac? Et donc, on observe des disparités sociales qui sont très fortes, notamment pour le tabac, c'est un petit peu moins vrai pour l'alcool. On observe également des comportements très hétérogènes en matière d'accès aux soins curatifs ou aux actes préventifs, même lorsque ceux-ci sont gratuits, par exemple en matière de dépistage du cancer. Je cite ici un travail autour du cancer du sang. On a essayé dans la littérature, alors ce n'est pas les économistes qui ont fait ça, on a essayé de décrire un petit peu tous les modèles potentiels qui vont expliquer, tous les modèles d'interaction qui vont expliquer la construction de l'état de santé. On a notamment une étude fameuse de McKeown en 1976 qui montre qu'entre 1850 et entre 1950, les gains d'espérance de vie sont à 80% liés à des facteurs différents. Pour les années plus récentes, pour les décennies les plus récentes, évidemment, les progrès de la médecine en termes de vaccination, en termes de lutte contre le cancer, évidemment, ont joué beaucoup sur l'espérance de vie. Mais c'est important de comprendre que, vous voyez au centre de ce diagramme que l'état de santé il est évidemment lié au sexe, à l'âge et à des éléments génétiques, mais qu'on a différentes strates qui jouent un rôle, les styles de vie, les réseaux sociaux et communautaires, nous on va appeler ça le capital social, et puis tout un tas d'autres paramètres qui relèvent grosso modo des conditions socio-économiques, culturelles et environnementales, que ce soit l'éducation, le logement, l'accès à l'eau, l'accès évidemment à la nourriture, les services de santé, le soin joue évidemment un rôle thérapeutique la plupart du temps sur l'état de santé. Mais vous voyez également dans cette représentation que les caractéristiques du marché du travail vont jouer un rôle très important, les conditions de vie et de travail notamment. Et puis, évidemment, les interactions qu'on va avoir avec d'autres statuts sur le marché du travail. Le chômage, par exemple, on sait que des périodes longues de chômage vont détériorer l'état de santé. On va rentrer dans un cercle un petit peu vicieux. Et puis, l'emploi va être la plupart du temps garant d'un bon état de santé, mais on sait aussi que l'emploi peut être... Donc, je vois qu'il y a des petits soucis de son. J'espère que vous arrivez tout de même à m'entendre convenablement. Est-ce que vous m'entendez convenablement? Esteban, peut-être? Ça se passe bien, oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Bon, ça marche, très bien. Oui. Donc, je poursuis. Alors, je voulais vous montrer ici, là, on est vraiment dans la leçon inaugurale, donc je vais donner des aspects très, très généraux. Vous avez ici une comparaison européenne de la différence d'espérance de vie à l'âge de 30 ans entre les personnes qui ont le plus haut niveau de diplôme, c'est-à-dire qui ont fait des études supérieures, Bac plus 2 et au-delà, à des personnes qui ont le niveau le plus faible. Donc, with the highest and lowest level of education. Ce graphique représente, c'est la colonne bleu foncé les hommes, bleu clair les femmes pour un certain nombre de pays. Alors sur ce graphique-là, on n'a pas la France et la Belgique, on les
retrouvera sur un autre graphique. Mais qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe des écarts d'espérance de vie qui sont déjà très importants à l'âge de 30 ans, âge auquel on suppose évidemment que les individus ont terminé leurs études. Et cet écart, il est très prononcé, notamment chez les hommes, puisque l'écart en Europe entre les hommes les plus éduqués et les plus faiblement éduqués, eh bien, est de 7 années. Ces écarts d'espérance de vie ont tendance à, évidemment, s'accroître avec le temps, persister, se combiner avec d'autres événements qui vont intervenir dans les carrières. Donc, c'est évidemment très intéressant parce qu'avec le niveau de diplôme, on a une approche, on approche un petit peu aussi, évidemment, la situation sur le marché du travail, puisque les personnes les plus qualifiées au niveau de diplôme vont être aussi ceux qu'on retrouve le plus souvent en emploi et qu'on retrouve le plus souvent en emploi de qualité, c'est-à-dire dans des emplois davantage protégés en termes de contrats à durée indéterminée ou en termes de revenus. Ce qui va aussi avoir évidemment un effet sur la préservation de la santé à travers un meilleur niveau d'information, à travers un accès à l'assurance maladie plus fréquent et de meilleure qualité. Autre élément, alors ce graphique, je vais essayer de vous le décrypter, il y a plein de couleurs, hein, j'en ai conscience, donc on va se concentrer sur le cadre de gauche. Ce sont les hommes et les femmes. Alors, qu'est-ce que traduit cette représentation? Eh bien ici, on essaye de comprendre, pour un certain nombre de pays, vous voyez qu'on a toujours l'Europe et puis un certain nombre de pays, vous voyez qu'on a la Belgique qui est représentée, on essaye de comprendre quels seraient les gains d'espérance de vie si les personnes qui ont le niveau de diplôme le plus faible eh bien, avaient les mêmes caractéristiques que les personnes qui ont le niveau d'éducation le plus élevé en matière de comportement tabagique, smoking. Donc, c'est la barre la plus importante. Vous la voyez ici en bleu foncé. Donc, ce bleu foncé signifie quoi? Alors, évidemment, les couleurs sont un petit peu différentes pour l'Europe. Si on regarde EU12 ici, ça signifie donc que si eh bien, les classes les moins diplômées fumaient aussi peu que les classes les plus diplômées, on gagnerait une année d'espérance de vie. Voilà ce que ça signifie. Et donc, en fait, lorsque vous voyez, par exemple, pour les pays de l'Est, on a de très forts écarts. Eh bien, si en Lituanie, en Hongrie, en Estonie, si les comportements de tabac, d'obésité, de consommation de fruits et légumes, si les revenus étaient les mêmes et si un certain nombre d'autres caractéristiques étaient les mêmes également, comme par exemple la consommation d'alcool, l'activité physique, etc., eh bien, l'espérance de vie en Lituanie gagnerait pratiquement 4 années. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on constate que ces écarts sont beaucoup plus prononcés sur le cadre de gauche, les hommes, que sur le cadre de droite, les femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on observe de manière récurrente, quelles que soient les bases de données. On a des espérances de vie socialement beaucoup plus marquées chez les hommes que chez les femmes. Ça renvoie notamment à des conditions de travail plus pénibles chez les hommes, avec des bas niveaux d'éducation, et aussi à des comportements à risque, notamment en matière de tabac, qui sont beaucoup plus hétérogènes dans la population masculine que dans la population féminine. La dualité santé-travail, eh bien, elle est assez complexe, évidemment, à mesurer et à comprendre. Il y a un terme qui est il y a un concept qui est très à la mode depuis quelques années, c'est le concept d'exposome, qui renvoie à l'exposition à l'ensemble des facteurs de risque non génétiques, dont les risques environnementaux, mais également professionnels. On sait que cet exposome eh bien, participe grandement à la construction et potentiellement à la détérioration de l'état de santé. Donc, au sein de cet exposome, ce qui nous intéresse, nous, eh bien, c'est évidemment le lien entre la santé et le travail. Et en économie, eh bien, on a une approche qui a tendance à mettre en concurrence le travail et le loisir, le temps de travail et le temps de loisir. Donc, on apprécie ça, on apprécie souvent le travail en microéconomie, en tout cas, à travers des concepts assez péjoratifs de désutilité, de contrainte ou de sacrifice du temps de loisir. Le temps de travail, c'est un sacrifice du temps de loisir. Donc, on appelle ça une désutilité. Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'en fait,
en économie, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la maximisation de l'utilité. On essaye de faire en sorte que les agents économiques, c'est-à-dire les ménages ou les entreprises, maximisent leur niveau de bien-être. Et donc, on a cette approche qui peut apparaître extrêmement péjorative, mais qui est évidemment contrebalancée par un certain nombre d'éléments qu'on connaît, comme la participation du travail, évidemment, à l'identité individuelle, à l'intégration sociale de chaque individu. Marx soulignait d'ailleurs déjà le bicéphalisme du travail, en associant également le travail à une activité positive et créatrice. Alors, est-ce que cette relation entre travail et santé, ou entre santé et travail, est si évidente que ça? Pas forcément. Donc là, ce que je vous invite à faire avec moi comme voyage, c'est regarder un petit peu ce que vont nous apprendre les données. Vous avez ici les données d'une enquête européenne auprès des travailleurs européens qui est mise en place depuis les années 90. Et là, vous avez ici des chiffres qui concernent l'année 2015. La question qui nous intéresse sur ce graphique est la suivante. Votre travail affecte-t-il votre santé? Positivement ou négativement? Est-ce que vous établissez vous-même un lien entre votre activité professionnelle et la santé? Donc là, on ne s'intéresse qu'aux gens qui travaillent. Au cours de ces séances, on aura évidemment aussi à cœur de regarder les liens entre chômage et santé, non-emploi et santé, retraite et santé. Ici, on s'intéresse donc à la population en emploi. Qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique? J'ai représenté ici en rouge les personnes qui vont, enfin la proportion d'individus qui va nous dire qu'eh bien non, le travail n'affecte pas la santé pour ces individus-là. Donc, dans l'Union européenne, c'est la colonne qui est totalement à gauche. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que 63% des Européens estiment que le travail n'affecte pas la santé. Donc, on a une totale déconnexion entre le travail et la santé. Quand on regarde en Belgique, ce taux passe à 60% et vous voyez qu'on a une spécificité en France, c'est que seuls 53% des individus français, des travailleurs français, nous disent que le travail n'aurait pas de répercussions, qu'elles soient positives ou négatives, sur la santé. Intéressons-nous maintenant aux personnes qui vont avoir indiqué qu'il existe un lien entre le travail et la santé. On va notamment cibler les personnes qui vont nous dire que le travail joue un rôle négatif sur la santé. Donc là, on compare nos deux barres du haut, si je puis dire, la couleur saumon et la couleur bleue. Qu'est-ce qu'on observe déjà lorsqu'on regarde très rapidement? On a le sentiment que le bleu est plus important que le mauve. C'est-à-dire que les individus, les travailleurs européens, reportent plus souvent, plus fréquemment, à quelques rares exceptions, que le travail a une répercussion négative sur la santé. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve sur le plan économétrique. C'est-à-dire que sur le plan économétrique, quand on met en place des analyses toutes choses égales par ailleurs, on sait que, grosso modo, le travail protège la santé par rapport au non-travail. Là, évidemment, on ne regarde que la population qui est en emploi. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe quand, dans l'Union européenne, un quart des travailleurs nous disent que le travail affecte principalement de façon négative leur santé. C'est le cas de 30% des Belges et c'est le cas de 35% des Français. On a une forte spécificité française, j'essaierai de vous en parler un petit peu parce qu'évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur la France, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais les exemples que j'aurai dans les prochaines séances sur les travaux que j'ai faits, en tout cas, sont beaucoup sur la France, quelques-uns sur l'Europe, mais j'aurai à cœur en amont, en introduction de ces séances, de vous parler de la littérature européenne tout de même. On a une spécificité française, alors même que l'âge de cessation d'activité est précoce, qu'on a un système de protection sociale très généreux, on a une forte insatisfaction au travail, en particulier liée à des problèmes de latitude décisionnelle, d'un sentiment de ne pas avoir assez de latitude, de décision au travail. Donc voilà, ça c'est une photographie qui est donc assez intéressante. Évidemment, elle n'est pas contrôlée d'un certain nombre de paramètres, elle est brute, mais elle révèle une information qui est quand même extrêmement intéressante. Alors, les dynamiques croisées entre parcours professionnel et trajectoire de santé sont extrêmement riches et extrêmement complexes à démêler.
parce qu'elles se nourrissent mutuellement. Et parce que donc, pour pouvoir établir des causalités, il faut être en capacité de suivre les individus dans le temps et de repérer les différents événements dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que tantôt, ces dynamiques croisées vont plutôt favoriser des phénomènes qui sont mutuellement bénéfiques, de renforcement et de sécurisation des trajectoires. Lorsque, par exemple, un état de santé préservé va maintenir la personne en emploi. Ça va être un facteur déterminant dans le maintien en emploi. Tantôt, elles vont générer au contraire des situations de précarisation dans l'emploi à travers naturellement des conditions de travail pénibles qui peuvent être physiquement pénibles ou qui peuvent être pénibles au plan psychosocial. Ça, j'y reviendrai également. On peut aussi avoir des phénomènes d'exclusion définitive du marché du travail. On l'a observé sur des données françaises où un arrêt de maladie court accroît le risque d'arrêt maladie long et peut éloigner des personnes, des salariés de situations de stabilité, voire peut même les exclure définitivement. Et naturellement, plus l'exclusion du marché du travail est longue et plus l'état de santé peut se dégrader. Donc, c'est des points que je soulignerai tout particulièrement dans les prochaines séances. Ce qui est intéressant également dans la littérature économique, mais également épidémiologique ou psychologique, c'est que ces relations santé-travail, elles ne se limitent pas à la période d'âge actif, elles ne se limitent pas à des âges compris entre 15 ans et 65 ans, grosso modo. Pourquoi? Parce que en amont, ces interactions trouvent déjà leur origine au moment où s'acquièrent les compétences élémentaires puis spécifiques dans un cadre familial et scolaire. Sans vouloir faire du Bourdieu à outrance, malheureusement, on a des éléments de l'enfance qui vont jouer un rôle déterminant sur la santé à l'âge adulte, mais également sur la probabilité d'accéder à des métiers très qualifiés. Donc la constitution, ce qu'on appelle en économie, le capital humain, le capital social et culturel va être absolument déterminant. C'est pour ça qu'il est important, quand on veut préserver la santé au travail bien sûr, mais la santé de manière générale, d'investir également très fortement dans l'éducation, parce que c'est un levier absolument central pour améliorer l'état de santé, faire en sorte qu'au moment d'arriver sur le marché du travail, le capital santé soit préservé pour maximiser les chances de réaliser une carrière ascendante. Donc, je vais essayer de regarder peut-être vos questions au fur et à mesure. Alors, je vois qu'il y a une question, je vais peut-être les traiter au fur et à mesure, si les modérateurs me le permettent, peut-être pour être davantage dans l'interactivité. Peut-être, Esteban, si ça te va? C'est une très bonne idée. J'avais vu la question, mais si tu as envie d'y répondre, c'est parfait. Alors, je vois une question de Thomas. Si le travail favorise une bonne santé, est-ce qu'on observe une diminution statistique de la santé au moment de la retraite? Excellente question. On a un article qui va sortir sur cette question-là. Je vous en parlerai dans une des prochaines séances. En fait, on a deux hypothèses très contradictoires. La retraite, évidemment, va libérer les individus du stress lié aux conditions de travail pénibles, mais va aussi, évidemment, désinsérer socialement un certain nombre de personnes. Donc, deux hypothèses concurrentes qui jouent en sens inverse sur la santé. Et je vous dirai, j'essaierai de vous faire une petite synthèse des éléments de littérature parce qu'effectivement, ce n'est pas si évident que ça de savoir les répercussions en moyenne de la retraite sur la santé. Ça dépend beaucoup des conditions de travail. Sur les aspects de pandémie, j'en parlerai la dernière séance. J'en parle un tout petit peu tout à l'heure. Donc, laissez-moi y arriver. Là, je m'adresse à Laurence. Merci de ce commentaire. Donc, en amont, le lien santé-travail se noue et il est déterminant, vous le voyez, pour vous qui êtes étudiant, on voit à quel point la préservation de la santé physique et psychosociale est un élément moteur de la réussite de vos études. Malheureusement, vous le vivez directement en cette période si particulière, mais vous le savez également lorsqu'on est en présentiel et que tout va bien. En aval,
je vous l'indique ici, eh bien, on observe très clairement que l'exposition à des conditions de travail pénibles à 25 ans, à 26 ans, vont avoir des répercussions sur la santé à l'âge de la retraite, donc vraiment sur le long terme. Ça, on l'a démontré avec un collègue de Paris 1 dans le cadre de ses travaux de thèse. Eh bien, on a vu que l'exposition à des conditions de travail pénibles, qu'elles soient physiques ou psychosociales, eh bien, amenait à une santé beaucoup plus dégradée à l'âge de la retraite et à une surconsommation de médicaments de type antidépresseurs et anxiolytiques. Donc, vous voyez qu'on a des déterminants comme ça, des éléments qui résonnent sur des temporalités très longues, que ces interactions se nourrissent avant l'entrée sur le marché du travail et qu'elles persistent après la sortie définitive du marché du travail. Mon propos dans toutes mes conférences maintenant, c'est vraiment de dire, et on essaye de se battre, on est plusieurs pour se battre aussi pour arrêter l'opposition stérile entre santé et économie, qui est extrêmement développée en ce moment, évidemment, où on a voulu mettre en opposition des objectifs de santé avec des objectifs économiques, sans voir les effets négatifs du confinement, y compris sur la santé, et pas simplement la santé psychologique. Donc la santé au travail, évidemment, c'est un enjeu de santé publique, mais c'est également un enjeu économique assez facile à comprendre. Lorsqu'on est en meilleure santé, on est plus productif. Donc ça renvoie à ce qu'on appelle en économie la productivité individuelle du travail. C'est simplement, eh bien, c'est assez facile de comprendre qu'on est plus efficace lorsqu'on est en meilleure santé. Donc naturellement, c'est également eh bien, une source de satisfaction et c'est un véritable facteur de performance des entreprises qui devraient beaucoup plus investir sur la santé au travail parce que la productivité individuelle, le bien-être des salariés dans sa globalité, en termes de santé, en termes de satisfaction au travail, est un élément moteur de la réussite d'une entreprise. Évidemment, c'est un enjeu également en termes de revenus, parce qu'il y a une forte corrélation entre l'état de santé et le revenu. Et donc, bien évidemment, quelqu'un qui est en meilleure santé peut davantage investir initialement dans sa formation et peut davantage investir également dans la formation tout au long de la vie. Vous savez à quel point c'est important aujourd'hui. C'est très inégalement réparti dans la population, au travail, et c'est un élément moteur pour éviter l'obsolescence des compétences. Et naturellement, ce lien santé-revenu a des répercussions sur le plan macroéconomique, et bien sur la consommation des ménages, puisque la consommation des ménages, évidemment, dépend directement du revenu disponible, c'est-à-dire du revenu auquel on ajoute les prestations sociales éventuelles et auquel on retranche les cotisations sociales et les différents impôts. Ce revenu disponible, eh bien, il dépend, la consommation dépend de ce revenu disponible. Et donc, le niveau de revenu, évidemment, est un facteur clé par rapport à la santé. Donc, l'investissement dans la santé participe aussi eh bien, d'une économie qui va avoir une meilleure performance et dont les ménages vont pouvoir davantage consommer, les entreprises davantage investir. Naturellement, donc là j'ai parlé finalement des ménages, de vous et moi, et puis des entreprises. Dans les différents agents économiques que nous abordons devant nos étudiants en première, en deuxième année d'économie sur les bancs de la faculté, on parle évidemment également de l'État. Eh bien, l'État a aussi tout à gagner à ce que la population soit en meilleure santé. Donc, il y a évidemment une régulation très forte des dépenses de santé, hors période Covid. En France, par exemple, on a un objectif national des dépenses d'assurance maladie qui a été mis en place par les réformes d'un Premier ministre qui s'appelait Alain Juppé en 1996 et qui visait, et qui vise toujours, à réguler le rythme de croissance des dépenses d'assurance maladie. Eh bien, ce rythme de croissance des dépenses d'assurance maladie dépend évidemment de l'état de santé de la population. Une population qui va davantage avoir des arrêts maladie, eh bien, ça va être davantage de compensation financière des accidents du travail, des maladies professionnelles, qui vont engager les entreprises, qui vont engager l'État, les partenaires sociaux. Et donc, naturellement, l'investissement dans la santé au travail, vous le voyez, a des bienfaits pour l'individu en termes de santé publique, mais a des bienfaits au niveau macroéconomique pour toute l'économie et pour tous les agents économiques. Donc ça, c'est vraiment un message qui est important à mes yeux de mettre en évidence. La santé au travail, ce n'est pas simplement un enjeu de santé publique en milieu professionnel, c'est également eh bien, investir un certain nombre de
de partenaires sociaux, mais de partenaires aussi privés et publics, puisque la santé, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas simplement les médecins, c'est aussi la famille, c'est aussi l'école. Et ça renvoie aussi un élément clé à la prévention, à des mécanismes de prévention. Évidemment, ce n'est pas simplement les médecins qui peuvent inculquer ça. On a des retards manifestes en termes de prévention, notamment en France, qui pourraient permettre notamment de réduire la mortalité évitable, c'est-à-dire la mortalité par cancer liée à des comportements tabagiques notamment. Alors, évidemment, quand on va s'intéresser à la crise de la Covid-19, donc ce qu'on va évidemment développer de manière plus importante lors de notre dernière séance, donc du 1er avril, là on a évidemment un cataclysme. C'est extrêmement perturbant par rapport à toute la littérature qu'on connaît, par rapport évidemment, la doyenne le précisait tout à l'heure, le télétravail évidemment va avoir aussi des répercussions. En fait, le prisme par lequel les économistes vont s'intéresser à cette question va être celui du choix versus la contrainte. Lorsque vous aimez votre travail, eh bien, le nombre d'heures, le fait de faire beaucoup d'heures de travail, ne va pas forcément être associé à un état de santé dégradé. Si c'est un choix délibéré, si vous avez de la latitude décisionnelle autour de cette activité professionnelle, et si finalement, en retour, vous avez de la reconnaissance et vous avez de la satisfaction, eh bien, vous pouvez travailler davantage. On observe cependant eh bien, que plus de 40% de la population européenne souhaiterait eh bien, travailler plus ou travailler moins, et donc n'est pas satisfait du nombre d'heures travaillées. Donc ça, c'est une vraie question. Et donc, par rapport à cette contrainte-là du télétravail, eh bien, vous voyez bien qu'on se retrouve dans une situation extrêmement contrainte. Le télétravail contraint eh bien, va mettre dans une situation extrêmement délicate et sans aucune préparation technique, mentale, eh bien, un certain nombre d'individus qui non seulement vont devoir gérer cette nouvelle contrainte, mais en plus, évidemment, lors du premier confinement qui a été assez dur dans la plupart des pays européens, la première vague épidémiologique s'est accompagnée d'une fermeture des écoles et donc d'une contrainte extrêmement forte à gérer, c'est-à-dire la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, avec notamment l'école à la maison. Et là, sur cette question-là, et on le voit sur d'autres aspects aussi, malheureusement, c'est les femmes qui ont beaucoup été victimes, évidemment, du Covid-19 sur tout un tas d'aspects, à la fois parce que, évidemment, malheureusement, beaucoup plus que les hommes, elles ont dû subir, évidemment, les contraintes en termes d'école à la maison. Elles ont été beaucoup plus souvent sollicitées sur les emplois essentiels parce qu'elles sont surreprésentées dans les métiers du soin, du médico-social, mais également dans les activités de service et de grande surface. Donc on voit bien qu'elles ont été extrêmement sollicitées, à la fois pour celles qui sont restées en emploi et qui ont dû aller à leur travail sur les activités essentielles, mais également sur le télétravail, parce que naturellement, la contrainte des enfants incombe encore malheureusement beaucoup aux femmes, et donc il y a un problème d'équilibre entre les différentes tâches domestiques. Donc, cette intensification du travail a évidemment renforcé le caractère pathogène du travail. Et puis, naturellement, pour celles et ceux qui ont quitté le marché du travail, donc là, on parle évidemment des indépendants, des commerçants. On sait que les défaillances d'entreprises vont beaucoup apparaître en 2021, notamment dans les pays qui ont protégé les emplois, par des mesures de chômage partiel ou par des aides aux entreprises. Quand ces aides vont disparaître ou vont s'atténuer, on va avoir une explosion de défaillances d'entreprises. Donc c'est quelque chose qui est annoncé pour les mois qui viennent. Elle commence évidemment à apparaître. Donc il y a de la fragilité dans l'emploi, il y a de la fragilité en dehors de l'emploi. Et donc on a une vulnérabilité qui est plurielle, qui va être évidemment très très compliquée à compenser, parce que les personnes les plus fragiles sur le marché du travail avant Covid vont vraisemblablement être celles qui vont être le plus touchées par le Covid-19, parce que, eh bien, à la fois le Covid-19, dans les formes les plus sévères, a touché les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus âgés, mais également ceux qui ont des comorbidités.
Et donc, dans les personnes qui ont des comorbidités socialement, c'est évidemment d'abord les personnes qui sont les moins éduquées. Et puis, on le voit aussi dans certains territoires, les territoires les plus pauvres sont souvent ceux qui sont les plus touchés. Et donc, on va, je vous en parlerai un petit peu, on commence à avoir des premiers éléments, des premières études évidemment sur ces éléments-là. Je voulais aussi vous représenter sur ce slide-là, eh bien l'augmentation du taux de chômage. Alors là, évidemment, on a quelque chose de très très particulier parce que le chômage, contrairement à la crise des subprimes de 2009, là, on a un arrêt de l'économie, une fermeture des commerces. Et donc, ce n'est pas un choc de demande au début, c'est-à-dire que ce n'est pas les individus qui ont moins consommé. Ils ont moins consommé parce que les commerces étaient fermés. Donc, on a une épargne qui s'est accumulée, une épargne très importante sur laquelle on s'interroge de quelle manière cette épargne peut revenir dans l'économie. Donc, c'est un choc d'offres, c'est-à-dire la fermeture d'un certain nombre de commerces, l'impossibilité de consommer. Et vous le voyez, en Europe, non, enfin même pas en Europe, pardon, dans les pays de l'OCDE, en l'espace d'un mois, on a bondi, passant de 5,6% à 8,8% de chômage. Mais vous voyez qu'on a déjà eu un effet de rattrapage, puisqu'en janvier, on est encore au-dessus de mars 2020 de manière importante, mais vous voyez déjà qu'il y a eu une sorte de retour en arrière. Mais malheureusement, ces chiffres macroéconomiques qui donnent l'impression finalement que la crise économique n'est pas si forte que ça, en matière de santé, en matière d'interaction entre santé et travail, va avoir des répercussions de court, moyen et long terme, malheureusement, absolument énormes. Et donc, moi, je pense qu'il va falloir prôner une politique de la jeunesse extrêmement ferme, puisqu'on voit que dans les stratégies vaccinales, qui ont été très différentes, eh bien, on a beaucoup privilégié le facteur âge, au détriment du facteur comorbidité, qui est pourtant aussi associé aux formes sévères, notamment les personnes qui travaillent et qui ont des comorbidités, qui n'ont pas forcément été jugées prioritaires au moment des stratégies vaccinales. Donc j'essaierai de dénouer un petit peu ces éléments-là, d'ouvrir des pistes. On a encore peu de recul, hein, il y a beaucoup d'études qui sont menées. On a encore peu de recul pour véritablement établir ces liens-là, mais j'essaierai avec vous d'ouvrir des pistes de réflexion pour discuter un petit peu des aspects qui me semblent les plus saillants de cette crise de la Covid-19 par rapport à la relation santé-travail. Dernière partie sur laquelle je souhaitais aujourd'hui vous entretenir, on m'a dit de faire un topo à peu près d'une heure. L'évolution des conditions de travail. Eh bien, les conditions de travail, c'est évidemment un élément qui est clé pour comprendre une partie du bien-être au travail, mais c'est aussi plurifactoriel. C'est extrêmement compliqué de mesurer les conditions de travail. De la même manière que c'est autant compliqué de mesurer l'état de santé. L'état de santé, je ne vous l'ai pas indiqué tout à l'heure, il est très difficile à mesurer parce que nous ne sommes pas évidemment médecins et que dans les études que je vous présenterai, bien souvent, c'est de l'état de santé auto-reporté. C'est-à-dire que c'est les individus qui vont eux-mêmes nous dire s'ils souffrent d'une maladie chronique, si leur santé perçue est bonne, très bonne, s'ils ont des troubles du sommeil, s'ils ont des troubles de l'anxiété, de la dépression, s'ils ont des incapacités, des handicaps. Donc évidemment, le fait que ce soit eux auto-reportés est associé potentiellement à des biais, d'auto-report de l'information. Donc de temps en temps, on a des études qui nous permettent également de voir la morbidité, ce qu'on appelle diagnostiquée, où là, on a l'état de santé tel que le médecin le diagnostique. Mais là encore, ce n'est pas une mesure parfaite de l'état de santé. Pour quelle raison? Parce que c'est assez simple à comprendre. On voit bien que deux individus pour lesquels on va poser un même diagnostic peuvent vivre de manière totalement différente leur maladie, suivant évidemment leurs ressources personnelles, leur capital social. Et donc, on voit bien que la mesure de l'état de santé est très complexe, tout comme la mesure des conditions de travail est extrêmement complexe, à la fois pour tenter d'évaluer, par exemple, la santé et la sécurité au travail sur un plan macroéconomique. L'Organisation internationale du travail a tenté de le faire, ça représenterait 4% du PIB mondial, mais c'est extrêmement difficile de le quantifier,
parce que de multiples acteurs et de multiples leviers sont engagés, que ce soit les ménages directement, l'État, la sécurité sociale, les entreprises, les assurances privées, publiques et privées naturellement. Donc le coût même du stress professionnel, eh bien, il est très compliqué à mesurer. On a essayé de l'établir, ça a été établi en France autour de 2 à 3 milliards d'euros, en incluant le coût des soins, les pertes liées à l'absentéisme, les cessations d'activité et les décès prématurés qu'on pourrait imputer à un certain nombre de situations de job strain, c'est-à-dire de stress professionnel. Mais on voit de toute manière qu'on est sur des fourchettes basses et qu'il est très compliqué bien d'avoir une idée. On aimerait bien, en tant qu'économiste, avoir cette idée-là de manière un peu plus fine bien, du coût de la santé au travail sur un plan macroéconomique, parce que de multiples acteurs sont engagés. Alors, au niveau de l'état de santé et de la sécurité au travail en Europe, on a quand même une politique qui tend à beaucoup plus investir la question et beaucoup plus également le faire de manière coercitive. Quand on regarde un petit peu l'histoire législative de la santé au travail en Europe, on voit que c'est un enjeu pour l'Union européenne depuis les années 80, que depuis 1994, eh bien, on a souhaité créer une agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, et que donc peu à peu se sont imposées des normes minimales de protection des travailleurs, sur lesquelles se sont greffées naturellement des mesures nationales. Par exemple, en France, on a des politiques, par exemple, de préservation et de promotion des personnes handicapées sur le marché du travail, de lutte contre les inégalités, contre les conséquences négatives du cancer sur le marché du travail. Donc, ces mesures viennent s'ajouter à des normes minimales de protection des travailleurs qui sont devenues contraignantes depuis le traité de Lisbonne. J'ai listé là un certain nombre de règles maintenant qui s'imposent à tous, qui sont un petit peu standardisées en termes de prescription, de sécurité et de santé pour les lieux de travail, d'utilisation des équipements de travail, de ciblage aussi d'un certain nombre de secteurs spécifiques, que ce soit les chantiers temporaires ou mobiles, les industries extractives, les navires de pêche, des groupes de travailleurs, les femmes enceintes, les jeunes sur le lieu de travail, certains agents pathogènes, cancérigènes, chimiques, biologiques, etc. Des substances particulières sur lesquelles une harmonisation de plusieurs directives relatives à la classification, à l'étiquetage ou à l'emballage des substances et des mélanges a été proposée. Donc on voit que l'Europe est en marche. C'est un petit peu douloureux, hein. On voit bien, quand on regarde actuellement la situation sur la Covid-19, on est très très loin d'une politique européenne, d'une politique sociale européenne. On est encore plus loin d'une politique de santé commune, hein. Vous le voyez dans la manière de réagir des différents pays. Vous avez des pays, donc toutes les politiques de santé évidemment se font au niveau national, mais vous voyez que dans certains pays en plus, cette fonction est fortement décentralisée. C'est le cas par exemple en Suisse, c'est le cas par exemple en Allemagne. Ce sont les Länder qui mettent en place les politiques de santé. Donc on a des disparités qui sont extrêmement fortes en Europe et qui peuvent même apparaître au niveau des régions des différents pays membres de l'Union européenne. Donc on voit bien que la coordination est extrêmement compliquée et on voit que du coup ça a des répercussions sur l'efficacité, notamment on le voit naturellement sur les politiques vaccinales, puisque on doit s'en réjouir qu'on ait une agence médicale, une agence européenne du médicament, mais on voit que nos processus étant assez longs, et bien quand on regarde le taux de vaccination par exemple des populations européennes, on apparaît en deçà par rapport à un certain nombre d'autres pays, et donc ça peut être évidemment discutable. Évidemment, on fera les comptes à la fin de la partie, hein. On voit bien que lorsqu'on essaie de comparer les stratégies des pays en cours de route, entre guillemets, c'est un petit peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il a sans doute manqué une coordination plus forte. Elle s'est faite au niveau de la négociation des prix auprès des industriels pharmaceutiques. Elle s'est faite sur des gros volumes, mais on voit bien qu'au-delà de cet aspect-là, il manque une politique européenne forte de la santé. Je ne suis pas sûr qu'elle se mette un jour en place.
En tout cas, sur le plan de la santé au travail, on a un premier dénominateur commun qui est intéressant. Est-ce qu'il suffit? Est-ce qu'on observe ou pas une amélioration des conditions de travail en Europe? C'est une question évidemment qu'on est en droit de se poser. Plusieurs réflexions à ce stade-là. La première, c'est de se dire, normalement, on attend évidemment une amélioration des conditions de travail. Pour quelles raisons? Parce qu'on a plutôt une diminution du temps de travail, parce que avec la tertiarisation, avec l'augmentation des services, tout ce qui est conditions de travail pénibles, physiquement pénibles, a dû évidemment un petit peu reculer, et que de ce point de vue-là, on devrait évidemment avoir plutôt de bons résultats en termes de pénibilité. Ce qu'on voit, c'est que les choses sont un petit peu plus nuancées, notamment avec cette nouvelle forme de pénibilité, cette pénibilité ressentie, cette pénibilité psychosociale, également une pénibilité qui est très forte, notamment dans les pays dans lesquels on observe un taux de chômage élevé, c'est le cas en France, où on a une nouvelle forme de pénibilité qui s'apprécie comme l'insécurité du travail, c'est-à-dire la peur de perdre son travail. Ça, c'est une nouvelle forme de pénibilité qui apparaît fortement en France et qui, évidemment, s'est renforcée à l'évidence avec le Covid. Donc, on peut essayer de tirer le bilan un petit peu des conditions de travail en Europe. On a pour ça un outil qui est particulièrement intéressant, que je vous invite à consulter, qui est en ligne, qui est fourni par Eurofound, qui reprend, c'est la même enquête que tout à l'heure dont je vous parlais là. C'est une enquête qui apparaît par vagues successives depuis 1990, tous les 5 ans, et qui nous permet de suivre un panel représentatif des travailleurs européens, tous les 5 ans. Alors, donc là, ce rapport est en ligne, j'en ai tiré la substantielle moelle pour vous. Donc, on a plutôt, entre 2000 et 2010, une amélioration de la qualité du temps de travail. Alors, vous voyez que là, on observe à nouveau les gens qui sont au travail. Donc, on n'observe pas ceux qui sont sortis du marché du travail. Donc, on est sur la population qui reste sur le marché du travail. Il faut comprendre aussi que lorsqu'on a une crise économique, évidemment, que les plus fragiles sont souvent ceux qui sont sortis du marché du travail à la suite de la crise de 2009. Donc, ça change aussi la structure des métiers, la structure des catégories sociales. Et donc, ça peut biaiser un petit peu ces comparaisons-là. Il faut garder ça aussi à l'esprit. Entre 2000 et 2010, on observe plutôt une amélioration de la qualité du temps de travail, grâce notamment à une baisse de la proportion de travailleurs qui déclarent de longues heures de travail. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que lorsque c'était choisi, c'était plutôt positif pour la santé. La plupart du temps, en moyenne, évidemment, travailler de longues heures de travail, ou travailler avec des horaires alternés, ou travail de nuit, évidemment, va être directement corrélé à un état de santé dégradé, à des troubles du comportement, troubles digestifs, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, et des conséquences sur l'anxiété et la dépression notamment. Donc ça, c'est assez bien établi. Donc là, on a plutôt une baisse en moyenne, c'est des chiffres moyens évidemment, de la proportion de travailleurs qui déclarent de longues heures de travail, de longues journées de travail. Ça, c'est plutôt à mettre du côté positif de la balance. On a aussi depuis 2005, dans la plupart des États membres de l'Union européenne, une augmentation des compétences et de l'autonomie au travail. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc, ça renvoie évidemment à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, à de la formation qui s'est davantage développée, qui reste malheureusement très inégalitaire. On le reverra sur le slide qui suit. Formation rémunérée par les employeurs. C'est évidemment un élément clé, la formation continue. C'est un élément clé parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus carrière dans la même entreprise. Et que si on n'est pas capable de se former régulièrement, l'obsolescence des compétences, l'incapacité de la reconversion devient extrêmement prégnant. On voit également des perspectives de carrière plutôt positives entre les vagues 2010 et 2015. Et puis effectivement, comme je vous l'indiquais tout à l'heure en préambule, on observe plutôt une baisse de la pénibilité physique, ce qui est assez logique, en particulier dans les professions plus exposées aux risques physiques, par exemple les conducteurs d'installations et de machines. Évidemment, cette accélération de la tertiarisation de l'économie
eh bien, elle s'accompagne aussi de cette difficulté que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la reconversion. Comment on fait quand une centrale ferme? Évidemment, il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux de santé publique, mais concrètement, comment on remet au travail des personnes qui ont développé durant des décennies des compétences extrêmement spécifiques et qui ne sont pas toujours facilement réemployables dans d'autres secteurs. Je pense que c'est un élément clé de la santé au travail et de la capacité d'adaptation du travailleur à des changements dans sa carrière professionnelle. Donc, il faut évidemment qu'il soit aidé pour le faire et qu'il n'y ait pas simplement des coachings qui soient mis en place, comme c'est souvent le cas à plus de 50 ans. Donc, la formation continue, c'est vraiment un processus qui doit s'établir dès le début de la carrière professionnelle parce que les liens santé-travail se nourrissent beaucoup des conditions de travail dans les premières années de vie. Ça, on l'a vraiment souligné de manière très claire dans un certain nombre de nos travaux. Alors, si on regarde cette fois-ci le verre à moitié vide et tous les aspects négatifs, j'en ai déjà souligné quelques-uns, on observe ces fameux risques psychosociaux au travail qui apparaissent, les contraintes de cadence, la nécessité de faire les choses dans la précipitation, le fait de devoir gérer plusieurs tâches simultanément, la confrontation au public. Et donc, ça renvoie aussi à une augmentation de la charge émotionnelle des salariés. Donc ça ressort de manière très forte en Europe et notamment dans un certain nombre de pays, et la France en particulier. L'exposition aussi à un comportement social hostile. Et malheureusement, ce sont souvent les femmes qui sont concernées parce qu'elles sont souvent dans ces types de métiers-là également. Et que je pense que le Covid-19, malheureusement, risque d'amplifier cet effet négatif, tout particulièrement pour les femmes. L'intensité du travail est également évidemment quelque chose qui ressort. Globalement stable, elle a cependant augmenté dans des secteurs et des professions spécifiques, les hôtels et les restaurants. Donc vous voyez que les secteurs qui vont être les plus impactés, qui sont les plus impactés par le Covid-19, étaient déjà ceux qui souffraient le plus d'une intensité du travail néfaste, délétère, pathogène pour leur santé. Donc évidemment, c'est une source d'inquiétude qui est extrêmement forte. Cette évolution, elle est particulièrement préoccupante pour les travailleurs du secteur des services et de la vente, ainsi que pour d'autres professions de manière plus générale qui exigent des qualifications moyennes à faibles. Donc c'est évidemment un élément clé, ça nous permet d'éclairer évidemment ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on a déjà des catégories de travail qui vont être celles qui ont été directement touchées par le Covid, de deux manières, ou alors parce que c'est des activités qui ont été jugées essentielles et des individus, des travailleurs et des travailleuses ont dû aller travailler, avec évidemment la peur de l'infection, donc avec des effets psychologiques, psychopathologiques très forts du confinement, parce qu'ils ont dû, pas du confinement, pardon, du Covid-19, parce qu'ils n'ont pas dû être confinés, ils ont dû aller travailler. Donc, ils ont été exposés évidemment au risque et puis ils ont évidemment été exposés à la peur du risque, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Et puis, les conséquences également pour ceux qui ont dû fermer, les premiers concernés étant ceux de la restauration, du commerce, du tourisme, qui sont, nous le disent ces enquêtes, déjà particulièrement impactés par les risques psychosociaux au travail hors période Covid. Donc c'est un élément évidemment qui est particulièrement important à mettre en exergue. Dernier élément que je voulais vous présenter pour cette première soirée ensemble, c'est d'autres éléments de pénibilité et de tension qui apparaissent et qui vont se renforcer avec la Covid-19. Ce que soulignent ces enquêtes aussi, c'est que avec le télétravail, on a la possibilité de travailler un petit peu à n'importe quelle heure et depuis n'importe quel endroit. Je le soulignais tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui ressort directement des enquêtes européennes. On a donc un risque de déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée. Là encore, on a des éléments qui nous disent très clairement dans la littérature que lorsque un enfant
voit ses parents se séparer pendant eh bien, sa petite enfance, ça va avoir des répercussions sur sa construction personnelle, sur son état de santé, et donc ça impacte déjà les relations futures entre santé et travail. Donc on voit que ce télétravail subi, non préparé, a des répercussions sur l'individu, mais potentiellement aussi sur les enfants, qui évidemment vont subir le fait d'être sortis de leur milieu scolaire et donc dans l'impossibilité d'avoir des interactions sociales et d'avoir tous les apprentissages de la communication non verbale, gestuelle et de toutes les interactions sociales avec leurs petits camarades. Donc ça, évidemment, ça va affecter leur éducation et directement leur développement cognitif et leur santé. Mais en plus, indirectement, ils peuvent également être impactés eh bien, sur ces périodes-là, même si elles n'ont pas été longues, fort heureusement, eh bien, par les troubles familiaux qui vont être causés par la Covid-19. Donc là, évidemment, se pose la question de savoir si l'autonomie peut être considérée comme un avantage ou un inconvénient. C'est un avantage lorsque cette autonomie est préparée, réfléchie, acceptée, qu'elle est réalisée dans un cadre, dans des conditions de travail qui sont acceptées par le travailleur et son employeur. Quand évidemment, il y a une notion de confiance aussi, hein, c'est des éléments qui ressortent très fortement, de confiance et de reconnaissance. Lorsque cette autonomie est imposée, lorsqu'on n'a pas les outils pour évidemment le temps ou les formations pour s'approprier les outils techniques et pour être capable de subir cette charge émotionnelle liée au travail à distance, eh bien, naturellement, ça peut être plus compliqué. Là encore, hein, les conclusions que je fais ici sont pour l'instant déconnectées de la Covid-19, donc sont uniquement sur la base de l'évaluation au cours des 20 dernières années, même davantage, entre 1990 et 2015 et même 2020 pour les derniers éléments, eh bien, des conditions de travail, de l'évolution des conditions de travail hors Covid. Ce qu'on observe aussi, et ça je vous l'illustrerai à travers un certain nombre d'études, c'est que eh bien, les perspectives de carrière sont inégales, on le savait évidemment, et sont plus mauvaises aussi pour les femmes que pour les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, on sait qu'on a des écarts de rémunération à niveau de diplôme équivalent qui persistent entre les hommes et les femmes. Ça, c'est bien connu, mais ce qu'on observe également, malheureusement, c'est lorsqu'on a un handicap qui survient dans la trajectoire professionnelle, lorsqu'on a la survenue d'un cancer, eh bien, chez les femmes, en tout cas sur données françaises, c'est ce qu'on a mis en exergue, le retour à l'emploi va être beaucoup plus compliqué pour les femmes que pour les hommes. Alors après, c'est compliqué de tenir compte de tous les paramètres, naturellement, mais on observe que non seulement eh bien, les perspectives de carrière à niveau d'état de santé donné sont plus compliquées pour les femmes que pour les hommes en raison notamment des interruptions liées à la maternité, en raison des temps partiels subis ou choisis selon le point de vue pour les femmes, mais en plus, quand on a un même choc de santé qui intervient dans une carrière masculine par rapport à une carrière féminine, eh bien, on a des disparités dans les conséquences sur les trajectoires professionnelles. Donc ça, je vous le présenterai aussi en détail. En revanche, on peut voir que sur d'autres aspects, ça va plutôt se faire au détriment des hommes. Par exemple, quand on fait le lien entre chômage et santé mentale, eh bien, ce lien, quelle que soit la manière de le prendre, il est plus fort, il est plus intense dans la population masculine que dans la population féminine. On essaiera de dénouer un petit peu ces éléments-là, avec beaucoup de modestie, parce qu'évidemment, dans nos modèles microéconométriques, et fort heureusement, eh bien, on n'arrive pas à prendre l'intégralité de la complexité humaine. Et c'est fort heureux, parce qu'il y a tout un tas de paramètres qui nous échappent sur les préférences, notamment sur les choix que font les individus. Donc on mettra ça en évidence dans les prochaines séances, ces disparités hommes-femmes. Et puis il y a des disparités qui sont fortes aussi selon l'âge. Alors même que dans tous les pays, eh bien, on recule l'âge de la retraite, on essaie d'augmenter la durée de cotisation requise pour accéder à des droits à la retraite, eh bien, ces politiques européennes, fortement incitées depuis les années 90,
ne s'accompagne pas ou ne s'accompagne pas assez vite d'un investissement plus fort chez les salariés de plus de 50 ans, en termes notamment de formation continue. Donc là, on voit très clairement que les plus de 50 ans bénéficient beaucoup moins souvent de dispositifs de formation continue afin d'envisager une seconde partie de carrière. Donc ça, évidemment, c'est aussi important parce que évidemment, l'état de santé est un élément clé du maintien dans l'emploi. L'état de santé est un élément clé de départ anticipé à la retraite. Et que si on n'investit pas dans la formation continue, évidemment bien plus tôt, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès l'entrée sur le marché du travail, malheureusement, on va avoir ces effets boules de neige qui vont apparaître avec des accès qui sont très différenciés, notamment à la formation continue. Et donc, les perspectives de carrière sont moins importantes. Et donc, ça joue aussi sur l'état de santé, donc sur la performance et sur la productivité individuelle de manière très importante. Donc voilà ce que je voulais vous dire lors de cette première séance. On m'a demandé de faire à peu près 1 heure, hein, c'est pour ça que j'ai tenu dans ce laps de temps-là. S'agissant des prochaines séances, donc comme ça vous a été annoncé, on prendra le temps, alors c'est comme vous voulez, hein, on verra avec les organisateurs, on peut éventuellement avoir une pause pour pouvoir évidemment véritablement échanger, qu'on puisse passer plus de temps ensemble. J'ai conscience aussi que au-delà d'1 heure et demie, ça devient compliqué, donc on fera au mieux. Je me tiens à votre disposition pour essayer d'interagir. Je vous annonce les prochaines séances et puis on peut ouvrir les questions si vous avez d'autres questions à me poser. Donc, pour demain, ce qu'on va essayer d'analyser de manière un peu plus approfondie, à la fois avec des éléments de littérature européenne et puis française, c'est les effets de la santé sur la trajectoire professionnelle, notamment en regardant donc plutôt en quoi les épisodes de santé tels que la survenue d'un cancer, la survenue d'un handicap, des problèmes de santé mentale peuvent jouer sur la trajectoire professionnelle. Donc là, très clairement, lorsqu'on a une bonne santé, lorsqu'on n'a pas ce type d'événement, le maintien dans l'emploi est beaucoup plus fréquent. Le maintien dans un emploi de qualité, à niveau de revenu élevé, est beaucoup plus important également. En revanche, lorsque survient un handicap, un cancer, les trajectoires sont fortement altérées. Elles sont altérées selon l'âge de survenue du handicap ou du cancer, mais également selon évidemment les politiques qui vont être mises en place, les politiques d'adaptation des postes de travail, donc d'un côté la préservation de ces populations-là pour voir ce qui est mis en place pour adapter les postes de travail, par exemple, mettre un petit peu de flexibilité, mais qui serait sécure, hein, cette fameuse flexi-sécurité qui a pris le pas un petit peu sur les notions d'emploi soutenable. Donc cette flexi-sécurité qui pourrait permettre de davantage avoir des mi-temps thérapeutiques, davantage permettre aux personnes qui souffrent de troubles de la santé de rester en emploi. Et puis, ce qui est aussi déterminant sur cette première séance, c'est évidemment les progrès de la médecine. Hein. Évidemment, avec la survenue du cancer, on sait qu'aujourd'hui, les gains d'espérance de vie sont beaucoup plus élevés. Donc, les retours à l'emploi sont aussi davantage permis parce que on a fait des progrès médicaux ce qui laisse espérer aussi, évidemment, des nouvelles trajectoires professionnelles. Donc, j'essaierai d'en parler aussi demain. Après-demain, on essaiera de voir en quoi le statut d'occupation joue sur l'état de santé. Donc là, vous le voyez, c'est la relation inverse. Donc, en quoi l'emploi joue sur la santé, le fait de rester en emploi. Je vous l'ai indiqué majoritairement lorsqu'on est en emploi par rapport au fait de ne pas y être, ça joue un rôle positif, hein, heureusement. Et puis, on essaiera de voir aussi, la question a été posée tout à l'heure par Thomas, en quoi la retraite joue un rôle sur l'état de santé, donc en quoi la transition travail, retraite influe sur la santé. Quelles sont les relations entre le chômage et la santé? Vous verrez également que ce n'est pas aussi clair que ça. Ça dépend aussi du temps de chômage.
j'essaierai aussi de dénouer ces relations-là, et puis la non-activité ici. Donc, ça, ce sera l'objet de la deuxième séance. Et puis, la dernière séance, donc jeudi, on essaiera de prendre un petit peu de hauteur, modestement, de faire une synthèse un petit peu des travaux, faire de préconisations. Vous le voyez que dans mon propos, hein, j'en ai déjà fait un certain nombre, hein, en disant que finalement l'investissement dans la santé au travail ne devait pas exclusivement être vu par le prisme du milieu professionnel, et que finalement c'était un investissement beaucoup plus large, et à partir d'âge assez précoce, qu'il était important d'investir. Et puis j'essaierai évidemment directement de questionner la Covid-19, les nouveaux enjeux, les nouveaux challenges, et en quoi ça risque de perturber notre relation santé-travail. Voilà, j'ai terminé pour cette leçon inaugurale. Merci beaucoup de votre attention. Bien, merci beaucoup Thomas. Normalement, on applaudit, mais on ne se voit pas. Merci beaucoup pour cette introduction qui donne vraiment une idée de ce que tu vas pouvoir développer dans les séances à venir. Hein. Et donc, tu l'as dit, c'est les jours qui viennent, hein, mardi jusqu'à jeudi. Donc, on ne peut pas tout dévoiler dans une première séance, bien entendu, mais j'ai pris note d'un certain nombre de questions. Si tu en es d'accord, ben je vais les passer en revue, et tu répondras à celles qui te semblent pertinentes dans le cadre de cette séance d'introduction, sachant que bien sûr d'autres questions vont être abordées demain, après-demain et ainsi de suite. Hein. Oui, alors j'ai pas vu effectivement qu'il y avait plein de questions qui s'étaient ajoutées parce que ça ne descendait pas, mais tant mieux, très bien, ça va nourrir la discussion. J'ai bien suivi tout ça. Il y a beaucoup de questions, et je remercie évidemment tous ceux qui participent à cette séance, qui se révèlent très actifs, effectivement. Je vais en épingler quelques-unes, et certaines, évidemment, appelleraient des réponses très compliquées. Mais voilà, je te soumets une ou l'autre question. Une qui est passée inaperçue parce que c'était peut-être la première question et qui va de soi, qui interpelle tout le monde, c'est tout bêtement, au fond, est-ce qu'on a des éléments pour expliquer pourquoi l'espérance de vie chez les femmes est supérieure à celle des hommes? Est-ce que je te pose des questions au fur et à mesure, ou je t'en dis quelques-unes? Écoute, on peut faire ça de manière interactive comme ça. Et voilà. Alors, c'est évidemment une question à laquelle je tente de ne pas répondre quand mes étudiants me la posent, mais me la posent évidemment systématiquement, puisque ça interroge. Et c'est vrai qu'en plus, en France, on a encore cette particularité-là, c'est qu'on a l'écart d'espérance de vie là, le plus élevé entre les hommes et les femmes. Ça tend un petit peu à s'atténuer. Alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut quand même se mettre d'accord. Le premier élément, c'est la disparité de comportement à risque tabagique notamment. Donc, en tout cas, dans les générations les générations anciennes, on a observé des différences très fortes entre la consommation de tabac entre les hommes et les femmes. Malheureusement, en tout cas en France, dans les lycées, on voit des comportements très similaires, tabagiques, de manière très, très précoce entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc ça, c'est pas de bon aloi, à tel point que le cancer du poumon va devenir, en tout cas en France, le premier cancer féminin, alors qu'aujourd'hui, c'est le cancer du sein. Donc ça, c'est un premier élément explicatif. Le deuxième élément explicatif, il est lié aux accidents. Aux accidents de la route, notamment, qui apparaissent souvent entre 18 et 25 ans et qui concernent plutôt les hommes. Donc, on a, en fait, quand on regarde un petit peu les courbes de survie masculine, on a une petite augmentation entre 18 et 25 ans, et puis on a une augmentation aussi à 60-65 ans, ce qui correspond bien, à des cancers ou à des maladies cardiovasculaires qui peuvent être directement connectés au comportement à risque dont je parlais tout à l'heure. D'accord, merci. Je ne vais pas dire tout à fait le même registre, mais tout de même, il y a la question de l'origine ethnique. Oui. Quelqu'un te pose cette question-là. On parle souvent des différences entre hommes et femmes. Oui. Et puis, il y a la variable qu'est cette origine ethnique.
en quoi est-ce qu'elle est pertinente pour étudier les inégalités sociales en matière de santé, selon Alors, toi? je sais que je suis enregistré, mais donc je vais assumer. Moi, je trouve que la meilleure façon de mettre en exergue les inégalités ethniques, c'est de pouvoir les mesurer. Donc, c'est une question très, très forte en France. On n'a pas le droit de réaliser des données ethniques en France, contrairement évidemment aux études américaines où dans toutes les sorties statistiques, on a les blacks, on a les hispanos, et donc on est capable de savoir que la population afro-américaine a beaucoup moins accès, par exemple, à l'assurance maladie que la population qui est dite blanche. Moi, je pense que c'est évidemment des sujets extrêmement sensibles, mais si on veut être en mesure de mettre en évidence des inégalités ou des phénomènes de discrimination, il faudrait pouvoir établir la nationalité ou ce type de paramètres. Mais là, je parle vraiment en mon nom personnel. Hein. C'était bien ta question, Esteban. Enfin, question de l'étudiant ou de la personne. Tout à fait. En tout cas, bon, merci de ta réponse. Enfin, j'ai mon point de vue là-dessus aussi, mais un peu comme ce qu'on peut dire sur les femmes. Bien sûr, avec la difficulté de cerner ce qu'est cette variable ethnique, il se fait qu'il y a aussi quelque chose qui a à voir avec la distribution des emplois. Quels sont les emplois occupés pour les personnes qui sont d'origine étrangère, quoi. Donc, le facteur travail est déterminant et il faut voir qui occupe les travaux les plus pénibles ou susceptibles de nuire à la santé. Mais bon, oui, sur ce plan-là, on voit bien qu'on a des vagues d'immigration qui sont économiques. Quand dans certains pays, on a clairement fait appel à l'immigration sur des secteurs donnés. Donc là, en fait, la structure des métiers correspond aussi à des choix de certains pays pour des secteurs qui n'étaient pas forcément sur lesquels on manquait de bras au niveau national. Donc, on a une vraie complémentarité aussi des structures. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le type d'immigration, de voir les différentes générations pour voir aussi les générations qui peuvent bénéficier de quelque chose de plus ascendant. Et après, pour certaines vagues d'immigration, on a aussi des phénomènes de sélection, c'est-à-dire que certains étudiants, par exemple, qui viennent de pays éloignés, sont souvent des étudiants qui sont de population assez aisée, quand c'est pas de l'immigration liée à des problèmes de conflits dans les pays. Je pense par exemple à des pays asiatiques ou c'est des étudiants qui ont pu aussi faire le voyage. Donc c'est compliqué parce que c'est très hétérogène finalement la prise en compte de ces paramètres-là. Mais je pense qu'il faudrait avoir des éléments pour qu'on puisse l'établir et puis sans doute arrêter aussi de fantasmer par rapport à certains phénomènes. Ok, merci. Il y a alors quelques questions, je vais en retenir deux, sur les rapports entre âge de la retraite, espérance de vie. Bon, c'est formulé de deux façons différentes. Une question très directe. Est-ce que baisser l'âge de la retraite permettrait d'améliorer l'espérance de vie? Bon, c'est une première question. Je pose la deuxième. La deuxième part du constat de cette assez interpellant, bien sûr, des différences d'espérance de vie à 30 ans en fonction de l'origine sociale qui se vérifie à travers le niveau de diplôme, le niveau de qualification. Oui. Hein. Alors, 7 ans, c'est pour l'espérance de vie une différence de 7 ans, même si les moins qualifiés arrêtaient de fumer, il resterait quand même encore une petite différence. Et du coup, la question c'est, est-ce que cet élément-là, qui est montré par des sociologues et des économistes avec des données statistiques à l'appui, est-ce que c'est un élément qui est pris en considération au niveau des politiques publiques, quand par exemple, comme ça a été le cas en Belgique, je rajoute un élément à la question, on a simplement prolongé de façon linéaire l'âge de la retraite, on l'a retardé de façon linéaire. Alors, est-ce que ça interpelle pas? Est-ce que c'est pas un élément qui devrait être pris en compte
fortement par les politiques publiques au moment de décider quelle est une carrière normale, disons. Voilà, c'est une question que je me posais dans ma thèse d'économie qui date maintenant de 2004. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un certain nombre de pays, voire dans tous les pays, on a des âges homogènes, parfois hétérogènes entre les hommes et les femmes, mais ne tenant absolument pas compte de paramètres liés à la pénibilité du travail. Et donc, effectivement, on a voulu mettre en évidence un paramètre homogène alors que les carrières, les espérances de vie pouvaient être directement impactées par des éléments qui sont finalement extérieurs, qui ne sont pas liés au comportement, mais qui sont liés à des contraintes en milieu professionnel. Et effectivement, moi, je souhaiterais que ce soit davantage pris en compte. C'est très compliqué. On a des débats depuis 2003 en France sur cette question-là. Et on a mis en place un compte pénibilité qui essaie de compenser, mais uniquement les risques physiques. Et puis une partie congrue maintenant des risques physiques. Et au maximum, ça va jusqu'à 2 années. C'est-à-dire qu'on peut partir plutôt 2 années, pas plus. Alors qu'on voit que en France, par exemple, des personnes qui vont avoir une inaptitude au travail vont avoir un différentiel d'espérance de vie de 4 ans par rapport à ceux qui n'en ont pas. Donc on voit qu'on est en deçà, que ça prend mal en compte ces éléments-là. Et que donc les politiques publiques, alors on en a beaucoup en France qui ciblent des publics défavorisés, qui ciblent, qui mettent en place des mesures, des filets de sécurité. On est quand même bien pourvu en France, mais on voit qu'ils sont insuffisants quand on voit la réalité des écarts d'espérance de vie induits par les contraintes en milieu professionnel. Donc ça reste une question particulièrement prégnante et difficile aussi parce que la définition même des contraintes physiques et encore plus des contraintes psychologiques, évidemment, est très compliquée. Et que ce soit les ergonomes, les psychologues, on en a en Belgique aussi, mais on a des spécialistes de ces questions-là. C'est compliqué d'avoir une mesure déjà sur laquelle on puisse s'entendre et après de formellement voir dans la dégradation de la santé, ce qui est imputable aux conditions de travail et ce qui serait imputable à d'autres paramètres. Ça reste extrêmement compliqué. D'accord, merci. Voilà, encore peut-être 2-3 questions. À propos de la baisse de la pénibilité physique, bon, oui. Il y a 2-3 réflexions, questions à ce propos-là. La première, elle est toute simple, c'est de dire est-ce que les conditions de travail se sont améliorées d'une façon générale dans certaines professions ou est-ce que tout simplement on n'a pas délocalisé à l'étranger les activités qui finalement étaient nuisibles pour la santé physique, tout simplement. Et une question qui me vient à moi, si tu le permets, dans le même ordre d'idée. Bon, est-ce que c'est pas un peu vite dit là? Bon, je sais que je connais bien cette enquête sur les conditions de travail qui est excellente. C'est d'ailleurs une des rares sources comparatives que nous ayons à l'échelle européenne. Il faut bien le dire. En France, il y a encore d'autres enquêtes qui viennent compléter. En Belgique, on n'a juste rien. Mais alors, d'un côté, il y aurait un constat d'un attachement, d'une baisse de la pénibilité physique, on peut le comprendre, il y a moins d'industrie, plus de services. En même temps, on verse dans les services des activités qui sont parfois pénibles physiquement. Je pense au travail de caissière dans les magasins. Et d'un autre côté, on voit parfois des chiffres qui montrent une montée très forte des troubles musculo-squelettiques quand même. Oui, donc, oui. alors, du coup, oui, tu as raison. Voilà, il y a ces éléments-là. Est-ce qu'il y aurait tout simplement une forme de délocalisation des risques physiques vers l'étranger et d'autre part, comment est-ce qu'on arrive à poser un diagnostic complet sur cette question de la pénibilité physique où on a des chiffres qui parfois paraissent contradictoires selon les sources? Oui, je partage totalement à la fois la question qui était posée dans le fil de discussion et puis tes éléments qui le complètent.
c'est finalement très compliqué d'avoir une vraie photographie exhaustive parce que, alors, j'ai pas travaillé sur ces phénomènes de délocalisation, mais à l'évidence, ça rentre en ligne de compte parce que ça modifie la structure du marché du travail national et notamment ou européen, et donc ça joue forcément. De la même manière, je l'indiquais tout à l'heure, les crises économiques vont aussi faire sortir des marchés du travail des personnes qui étaient dans des conditions de travail pénibles. Donc de manière un petit peu artificielle, ça peut faire diminuer la pénibilité physique. Donc évidemment, ces paramètres jouent. Je voulais simplement réagir parce qu'il y avait une autre question par rapport à l'ethnicité. La variable origine ethnique est-elle pertinente dans la problématique santé et sécurité au travail? Pour moi, elle ne l'est pas dans la mesure où c'est les métiers qui doivent être préservés. Donc là, pour moi, elle est pas pertinente. Le travailleur doit être protégé. Après, il y a le statut du travailleur, évidemment, ça c'est une autre question. Mais l'origine ethnique, à partir du moment où on a un travail en Europe, on devrait bénéficier évidemment des mêmes droits que des personnes natives ou donc là-dessus, je pense que du coup, pour moi, elle n'est pas pertinente à partir du moment où l'unité, c'est la qualité du job, quoi. D'accord, donc centralité sur la qualité du travail, mais qui est occupée par des personnes éventuellement d'origine différente et de genre différents. Mais bon, alors j'ai encore une question, mais bon, une ou deux questions sur, j'essaie de les interpréter, sur les niveaux pertinents, les niveaux de pouvoir pertinents pour traiter les questions de santé au travail. Il y a une ou deux questions autour de ça. Ça part d'un constat qui est bien apparent dans tes données. Il y a des différences importantes d'un pays à l'autre, ne fût-ce qu'au niveau européen déjà. Ensuite, ensuite, on se pose la question de savoir, puisque les conséquences d'une mauvaise santé au travail se répercutent à la fois sur l'entreprise et sur l'État, hein, sur les finances de l'État, puisque finalement, qui devrait endosser la responsabilité prioritairement? Est-ce que ça a un sens de produire des mesures et des politiques à l'échelle européenne? Faudrait-il prendre ça en charge davantage au niveau national compte tenu des différences entre pays? Et quel rapport entre l'État, je dirais, et les entreprises? Est-ce que c'est au niveau des entreprises qu'il faudrait investir dans la santé au travail plutôt que par des mesures publiques à l'échelle nationale? Voilà, je essaie de mettre ensemble deux, trois questions qui n'appellent pas une réponse facile, bien entendu. Oui, alors c'est une question qui est très politique, hein. Je comprends qu'elle soit exprimée ici parce que ce cycle de conférence n'a pas lieu n'importe où, et donc c'est normal qu'il y ait un petit peu ces rapports de force entre les différents acteurs qui soient mis sur la table. Moi, je suis assez incompétent pour y répondre. Je pense que c'est évidemment ce qui est compliqué, c'est de savoir qui est responsable. Qui est responsable de conditions de travail dégradées. Quand c'est les outils de production qui ne sont pas adaptés ou pas respectueux de la santé au travail, bon, on peut supposer que c'est l'entreprise, c'est l'employeur qui est responsable. Quand on cherche sur le plan national à davantage encourager la reconversion, la réadaptation, on peut aussi avoir un accompagnement public, on peut le comprendre, mais là encore, ça dépend beaucoup du type d'État-providence, j'allais dire des différents modèles de protection sociale aussi, du rôle des partenaires, du rôle de l'État, qui évidemment est très différent d'un pays à un autre. Donc si on a un État très interventionniste, évidemment, il va justifier des impôts et des cotisations, mais de l'autre côté, il va y avoir des dépenses publiques très fortes et souvent tournées également vers des publics prioritaires. Si on est sur des modèles un petit peu plus libéraux, eh bien, c'est davantage l'individu lui-même ou l'entreprise qui va être amené à prendre en charge le coût induit. Donc, bon, dans nos pays, on est assez attaché évidemment à
à l'État-providence, à ce filet de sécurité. On ne doit pas totalement, évidemment, décharger non plus les autres partenaires de leurs responsabilités. Et je pense que c'est important d'avoir en plus de cette politique européenne, d'avoir des politiques nationales qui soient assez fortes pour s'assurer qu'en milieu professionnel, on ait quand même une protection et qu'on ait l'égalité des chances permise aux salariés en termes de protection de leur santé, mais aussi d'accès, je le disais tout à l'heure, à la formation continue. D'accord, merci. Donc je réponds pas à ta question, évidemment, mais… C'est fort large, hein, mais je vois en même temps défiler ou arriver de nouvelles questions. On va peut-être pas les prendre toutes aujourd'hui, donc que ceux qui les posent peut-être les retiennent pour les jours qui viennent, hein, qu'on laisse un petit peu pour demain, hein, n'est-ce pas? Mais il y a deux, trois questions beaucoup plus précises. Voilà, la question notamment de savoir qui est posée, je pense, par Laurence, je crois avoir retenu ce nom. Est-ce qu'il y aurait des études, c'est beaucoup plus précis ici, est-ce qu'il y aurait des études sur les jobs étudiants et sur les effets sur la santé des étudiants du fait de la disparition d'un certain nombre d'emplois qu'ils occupaient auparavant? C'est très, très actuel, évidemment. Il y a une grosse inquiétude dans les communautés universitaires autour de ce phénomène, de ce problème qui est évident. Hein. J'ai pas travaillé spécifiquement sur ces questions-là. On sait qu'il y a des dispositifs qui essayent de se mettre en place, tournés vers les jeunes depuis quelques années, parce que on a des problèmes d'accès aux soins pour les étudiants, en tout cas en France, qui sont très très importants, donc et du renoncement aux soins aussi. Donc c'est évidemment très très embêtant. On voit qu'il y a une corrélation évidemment, hein, entre job étudiant et santé. Hein. Si votre job étudiant il permet d'assurer votre équilibre financier de la fin de mois, ça a évidemment un effet sur votre performance scolaire, sur votre bien-être et sur la santé, à l'évidence. Mais j'ai pas en tête de travaux, parce que c'est pas une question que j'ai investie. Elle m'intéresserait évidemment, mais voilà, j'ai investi d'autres champs, mais pas celui-ci. Oui, et je suppose qu'il y aura des travaux là-dessus dans les mois à venir, parce que c'est effectivement quelque chose qui nous a beaucoup marqué, quoi. Donc, allez, avec d'autres, je veux dire, on partage ce constat que la crise sanitaire a creusé des inégalités entre les travailleurs. Il y a ceux qui exerçaient un métier essentiel ou pas essentiel et qui ont été appelés à continuer à travailler à temps plein et à être exposés au risque. Ça, c'est une première catégorie. Il y a ceux qui ont été mis en télétravail forcé, ça tu l'as évoqué, il y a d'ailleurs une question là-dessus, je vais te la poser tout de suite, mais tu as déjà à peu près répondu. Ceux-là ont gardé leur salaire et comme ils sont considérés comme des privilégiés, ils n'avaient pas trop d'écoute par rapport aux plaintes qu'ils pouvaient exposer du fait de leur situation d'un télétravail contraint. Donc, quoi tout à fait involontaire et à temps plein, ce qui n'était pas du tout la pratique du télétravail régulier. Hein. Le télétravail régulier, c'était mis en place en France comme en Belgique sur un mode alternant. Donc, et si vous ajoutez les enfants à certaines périodes, on peut comprendre que la situation ait été vécue péniblement, mais cela n'avait pas trop d'écoute ou parce que précisément, ils pouvaient se prévaloir d'une protection par rapport à la fois à une perte de revenus et par rapport à la contagion. Et puis, il y a toute cette catégorie hétéroclite de gens qui ont perdu des revenus. En Belgique comme en France, on a mis pas mal donc plus d'1 million à l'échelle de la Belgique. On a 4 millions de travailleurs, donc il faut comprendre, plus de 25% des travailleurs ont été mis en chômage temporaire. Nous, on appelle ça du chômage temporaire. Ils ont perdu une partie de leurs revenus. Mais à côté de ça, indépendants, il y a les indépendants qui ont perdu beaucoup plus, malgré ce qu'on a appelé les droits passerelles, hein, donc des possibilités, enfin une certaine indemnisation. Il y a tous les illégaux, tous les gens qui n'avaient pas un contrat régulier et qui ont perdu complètement leurs revenus. Et il y a les étudiants,
de plus en plus nombreux à travailler pour payer leurs études et qui, eux, se sont retrouvés sans rien aussi. Hein. Donc voilà, je contextualise un petit peu la question qui était posée. Alors, voilà, sur le télétravail, mais je pense que tu as déjà donné des éléments de réponse. Il y a Thomas, je pense, qui demande est-ce qu'on peut comparer en termes de santé la situation en télétravail par rapport au travail régulier dans les bureaux? Ça dépend, je suppose, du type de télétravail. Mais je crois que tu as déjà un peu parlé. Oui, on a des travaux là-dessus qui montrent, hein, c'est ce que j'indiquais effectivement précédemment, qui montrent que lorsque le télétravail est véritablement choisi, eh bien, on s'y prépare, on s'y forme, et majoritairement, il est plutôt bien vécu. Là, le fait d'être plongé dans un télétravail contraint, avec également les éléments dont parlait Esteban, parce qu'il y a sans doute une diminution des. Enfin, il y a eu zéro marge de manœuvre sur les sur les rémunérations ou ce type d'aspect pendant cette période-là. Hein, évidemment, on était en mode survie, donc c'est sûr que ceux qui ont pu bénéficier d'un télétravail et d'une sécurisation de leur niveau de revenu, à des niveaux en France très élevés de 84% du revenu brut, étaient évidemment en difficulté pour négocier quoi que ce soit, même si c'était prévu, parce que les entreprises se sont trouvées acculées, évidemment. Ok, merci. Alors, j'aimerais bien répondre à Anonymous là, sur le rôle des sociologues du travail. Il est à l'évidence absolument central. Je ne sais pas de quelle manière. Voilà, je pense que Muriel ou Esteban sont sans doute plus calés que moi pour en parler. Mais bon, nous, on a des sociologues qui jouent un rôle de plus en plus important dans les financements. Là, on a une agence nationale de la recherche dans le comité scientifique de ce grand projet-là. Il y avait aussi moi j'y étais, puis il y avait évidemment des sociologues du travail. Ils sont extrêmement investis, notamment sur des publics de données. Ils travaillent beaucoup sur des populations cibles. En tout cas, en France, il y a des gros travaux en cours sur la Covid-19. Comment agissent-ils en entreprise, par exemple? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne suis qu'un modeste universitaire de banlieue parisienne. Mais effectivement, le thème de la santé au travail est un thème d'une très grande actualité et qui avait été un peu laissé de côté pendant tout un temps. Tout le monde, en tout cas par les sociologues, mais qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui. Et il y a quelques années, dans le cadre de cette chaire FGTB, on avait invité Arnaud Mias, que tu dois connaître au moins de nom, et peut-être plus, et qui nous avait fait une série d'exposés sur la même thématique du point de vue des sociologues. Maintenant, quelle action en entreprise? Les sociologues, ce n'est pas spécialement des consultants. Hein. Je veux dire, c'est justement pas des consultants. Donc on les appelle. Ils viennent de faire du terrain, ils viennent de faire du qualitatif. Quand ils mettent en place des entretiens semi-directifs, ils peuvent vouloir mettre en place des enquêtes un petit peu quali dans des grandes entreprises ou au contraire dans des petites, ça dépend de leur objet d'étude. C'est plus comme ça. Enfin, après, je ne sais pas s'ils ont une action particulière en entreprise, mais j'ai le sentiment que c'est beaucoup en fait du recueil d'informations, de récits dans les entreprises pour alimenter, c'est le matériau d'un certain nombre d'études. Donc c'est ça. On les appelle rarement, je veux dire, comme des experts qui vont résoudre un problème dans une entreprise. Même si, par exemple, entre les sociologues, les psychologues, il y a quand même beaucoup de terrains communs. Quelqu'un comme Dejour, par exemple, Christophe Dejour, est appelé parfois dans des entreprises pour voir comment on peut améliorer la situation du point de vue des risques psychosociaux, des choses comme ça. Ça arrive. Mais je pense que les sociologues et la sociologie du travail française tout particulièrement est une sociologie empirique qui s'est construit sur du travail de terrain, sur des études en prise avec les réalités. C'est plus Durkheim, hein, on est très loin de cette démarche plus théorique.
Et ce que cherchent les sociologues, et il y a beaucoup de terrains communs entre économistes du travail, sociologues du travail, psychologues du travail, c'est à comprendre déjà, comprendre. Et ce que vont faire les sociologues, si on leur demande d'étudier le phénomène du burn-out ou d'autres problèmes, d'autres types de maladies professionnelles ou les troubles musculo-squelettiques, c'est d'essayer d'établir une relation entre ces phénomènes-là, ces diagnostics, et l'organisation du travail, et le style de management, et ce genre de choses. Et là, ils peuvent effectivement apporter beaucoup de choses à la compréhension de ces phénomènes qu'on peut après examiner d'un point de vue macro à partir des statistiques. Mais la statistique est nécessaire, le cadrage statistique est complètement indispensable, mais il ne permet pas toujours d'arriver à une compréhension fine de ce qui est à l'œuvre dans les entreprises. Voilà. Mais en France, on a aussi pas mal on a pas mal de gestionnaires aussi. On a pas mal de gestionnaires qui s'intéressent aux relations santé-travail. Oui. Également. Ok. Bon, à moins que tu souhaites, toi, piquer dans les questions, moi je me dis qu'on a peut-être... Je voudrais frustrer personne. La question retraite et santé, je vous laisse mijoter pour les prochaines séances. Je crois que c'est Thomas, si Thomas revient. Pensez-vous que les femmes auront plus de droits après cette crise sanitaire? Je voudrais bien, parce qu'elles en ont... Enfin, je voudrais bien déjà qu'on arrive à compenser tous les droits qu'elles n'ont pas. Ou alors tous les effets négatifs et néfastes qu'elles ont dû subir. Donc ça réclame déjà une forme de discrimination positive à l'endroit des femmes. Donc compliqué de répondre à cette question, je voudrais bien y croire. Mais je ne suis pas sûr que l'égalité homme-femme soit forcément un objectif de premier plan avec cette crise du Covid-19 dont le premier objectif reste la vaccination. Même si on sait que les effets, comme tu l'as souligné toi-même, sont genrés et que les femmes ont été les plus exposées, évidemment, à un certain nombre de risques parce qu'elles occupent aussi très majoritairement les professions, les secteurs qui ont été le plus exposés. Donc c'est le vérifier, bien entendu. Et la répartition très inégale des rôles au sein des familles est exacerbée aussi par cette situation de télétravail obligatoire, bien sûr. Donc, ça peut, les inégalités qui se sont marquées de ce point de vue-là entre hommes et femmes devraient nous éclairer pour la suite. Mais ça, on verra. Ce n'est pas dit que ça va se traduire par plus de droits pour les femmes. Voilà, en tout cas, mon petit point de vue là-dessus aussi. Est-ce qu'on dit qu'on en reste là pour aujourd'hui? On n'a pas de frustration dans la salle? Non, je ne pense pas, parce que, bon, il y a quelques questions qui restent en suspens, mais on peut très bien y revenir demain, après-demain, quoi, hein, sans problème. Ok. Voilà. Alors, je te remercie beaucoup, Thomas, pour cet exposé et pour les réponses et l'échange qu'on vient d'avoir. Ce serait évidemment beaucoup plus sympa en présentiel, évidemment, mais bon, il faut bien se contenter du format qui s'impose à nous. Merci à tous ceux qui ont participé. Je regarde... Ah non, moi, je n'ai pas le nombre de participants. Merci à tous les étudiants et à tous les autres qui ont participé à cette première séance. On se retrouve demain à la même heure, hein, selon le programme que Thomas a énoncé. Et on nous demande, est-ce que les PowerPoint, on pourrait les mettre à disposition préalablement aux séances? Ça, moi, je ne me permets pas de le demander à Thomas. Quoi qu'il en soit, normalement, il est prévu que les PowerPoint soient placés sur l'université virtuelle de la même façon que les enregistrements qui seront accessibles via des liens, donc d'une façon ou d'une autre.
Voilà ce que je peux vous promettre. Le mot de la fin ou à demain? On en reste là? Bonne soirée à tous. Merci de vos questions. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Puis à demain pour les plus courageux qui vont s'inscrire sur le temps long des 4 soirées. Ça va, merci beaucoup et surtout n'hésitez pas, comme aujourd'hui, à placer vos questions. Vous voyez que ça dynamise aussi la rencontre. Donc voilà, continuez comme ça et on risque de passer des jours intéressants. À bientôt alors, à demain. À bientôt, au revoir.